et donc au travail. Je ne connais pas d'être vivant, cellules, tissus, organes, individus et peut-être même espèces, dont on ne puisse pas dire qu'il stocke de l'information, qu'il traite de l'information, qu'il émet, qu'il reçoit de l'information. Et cette quadruple caractéristique est si propre au vivant qu'on serait tenté de définir la vie de cette manière. Et considérons maintenant brusquement une révolution considérable qui se passe, disons, autour du premier millénaire avant Jésus-Christ, 500 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ, révolution concernant l'écriture. L'écriture est le premier support extérieur au corps humain, support velin, peau de bête ou papier ou papyrus, le mot papyrus étant l'équivalent du mot Bible, comme vous le savez, et invention d'une écriture sur ce support, écriture d'abord signalétique et un peu figurative et ensuite abstraite avec 24 lettres de l'alphabet, c'est celle-là que je considère. Or, dès le moment où change le couplage support-message, c'est-à-dire le moment de l'invention de l'écriture, alors dans nos civilisations, tout change. Et tout change de telle sorte que le spectre du changement est assez large pour que je puisse le considérer rapidement devant vous. Premièrement, ce qui change, c'est les villes. On ne peut organiser des villes que dès lors qu'on est en possession de l'écriture. Pourquoi ? Parce que on peut écrire du droit et le droit devient stable. C'est le code d'Hammurabi, par exemple. Invention du droit écrit, invention des grandes villes et des premières métropoles et du coup, invention de l'État. L'État, probablement, est fils de l'écriture. Mais État, deuxième révolution concernant ce couplage, l'invention de l'imprimerie autour du XVe, XVIe siècle. Et dès lors que l'imprimerie est inventée, la révolution concernant cette nouvelle technologie numéro 2, est exactement la même dans le spectre que je viens de dessiner que la première révolution. Et en effet, vous pouvez le voir, Venise à cette époque-là devient une ville-monde. Il y a une sorte de mondialisation de Venise autour de la Méditerranée. Le commerce commence à changer complètement grâce à l'invention du chèque, de la banque, du traité de comptabilité. Le traité de comptabilité date de cette époque-là. Commerce, droit, naissance de ce qu'on pourra appeler plus tard le capitalisme, qui est né là à cette époque-là et qui est aussi fils de l'imprimerie. Mais naissance surtout de ce qu'on appelle la science moderne, c'est-à-dire la science expérimentale, qui n'est plus la science abstraite des Grecs, qui était fille de l'écriture, mais la science expérimentale, au moment de la Renaissance, est en effet fille de l'imprimerie. Mais en même temps, crise extraordinaire sur les religions, puisque la réformation, ou la réforme, est née précisément à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que Luther commence la réforme en disant ce fameux propos « Tout homme et pape une Bible à la main ». Et il faisait tenir à la main cette Bible imprimée. Et la Bible imprimée était désormais à la disposition de tout un chacun qui, du coup, n'avait pas besoin de se référer à une autorité organisée, mais qui était libre lui-même. Et cette liberté va revenir vers les questions d'ordre politique. C'est le début de la démocratie au sens moderne. Et du coup, dans la deuxième révolution concernant le couplage support-message, nous avons de nouveau une transformation complète de la totalité de la culture et de la civilisation considérée. Du coup, ma conclusion est toute simple. Elle consiste à dire si nous avons aujourd'hui, ou si nous sommes aujourd'hui les contemporains d'une révolution qui porte précisément sur le même couplage support-message, c'est-à-dire sur les 4 opérations dont je viens de parler, alors nous devons retrouver autour de nous exactement le même type de révolution, savoir la mondialisation, mais elle est justement là, la transformation de la monnaie et du commerce, mais oui, la monnaie volatile, elle est là. Il est bien clair qu'aujourd'hui, un professeur de sciences, quelle que soit cette science, dans une université, enseigne aujourd'hui autour de 70 à 65% de contenu scientifique qu'il n'a pas lui-même appris sur les bancs de cette université, dont la révolution scientifique est tout aussi considérable que les 2 que je viens de considérer.
mais aussi des révolutions concernant la pédagogie. Vous savez que la crise aujourd'hui de l'école et de la pédagogie est considérable et probablement difficile à régler, et aussi crise des religions. Ce n'est pas la peine que je détaille ce sujet, puisque les journaux en sont pleins depuis déjà 10 ans. Il était une fois une ville qui s'appelait Lutèce. Elle ne s'appelait pas encore Paris. Date 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, politique, empereur Décius, régnant à Rome, droit et police, l'empereur Décius a décrété que sur toute la surface de l'Empire romain seraient persécutés, exécutés et mis en prison et livrés aux lions les premiers chrétiens. Et pieusement, ils suivaient les entretiens de leur évêque Denis, lorsque tout à coup le drame arriva, les portes et les fenêtres furent enfoncées, la légion romaine envahit la salle et le centurion passa par l'allée centrale, monta sur l'estrade, tira son coupe-chou et coupa le cou à l'évêque Denis et sa tête roula par terre. Stupéfaction, épouvante, angoisse, mais miracle, l'évêque Denis se penche et prend sa tête à deux mains. Lorsque ma grand-mère me racontait cette histoire, je disais, mais comment il a fait pour repérer mais vous riez, mais c'est ça le miracle, disait ma grand-mère, c'est ça le miracle. Et l'évêque Denis prend la tête et la présente à ses ouailles, et bien entendu, les légionnaires romains, centurions compris, s'enfuient épouvantés devant le miracle en question que vous pouvez admirer au Panthéon, peint par un peintre pompier qui s'appelle Bonnat, je crois, mais qui est connu comme le miracle de Saint-Denis, qui est représenté et qui est un peu dans toutes les mémoires de l'histoire. Voilà l'histoire par laquelle je voulais finir. Lorsque, le matin, vous vous mettez devant votre ordinateur, c'est votre tête comme celle de Saint-Denis. Parce que dans votre tête, il y a les facultés dont je viens de vous parler. Il y a la mémoire, il y a l'imagination, il y a la raison. Vous avez 100 000 logiciels pour faire des opérations que vous ne feriez pas sans votre tête, mais votre tête, elle est objectivée. Vous avez perdu la tête. C'est-à-dire que l'homme moderne est un homme qui, pour parodier le fameux titre du roman de Musil, j'appellerais volontiers l'homme sans faculté. C'est-à-dire les facultés désormais sont là, vous les avez perdues, elles sont là devant vous, et tout le savoir, toute l'imagination, toutes les fonctions rationnelles sont là devant vous. Vous avez à votre disposition la tête de Saint-Denis. Très bien. Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous sommes devenus intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire à devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Moi, les idées reçues sur le numérique à l'école, ça m'énerve. Non mais franchement, les élèves scotchés toute la journée à la tablette, c'est bon, ils en ont déjà assez à la maison avec la télé, etc. En fait, ça veut dire que les gens qui disent ça, ils ont l'impression que les élèves, ils passent leur journée comme ça. Maître, je suis scotché à la tablette. Eh bien non, dans une classe, généralement, le numérique c'est utilisé au même titre que l'ardoise, que le cahier, que le compas ou un autre outil, on s'en sert quand on en a besoin. Et on n'est pas passif devant un écran à regarder un dessin animé. Une autre idée reçue
bien bidon. Avec le numérique, franchement, ça va les rendre paresseux, après ils vont plus vouloir travailler. Alors du coup, je me pose une question. Si au cours de l'histoire, les gens avaient proposé ça pour d'autres découvertes, ça aurait donné quoi? Alors, Jean-Jacques, j'ai bien eu ton projet de roue, hein, c'est ça? Ça va pas du tout, hein, ça va pas le faire. Non, parce que bon, imagine là ton histoire de charrette, etc. là. Les jeunes là, ils vont plus pouvoir bosser. Ah non, travail c'est pénible. Pénible, pénible, pénible. Faut souffrir, c'est comme ça. Et puis ça va être quoi après? Ça va être quoi? Tracté par des animaux? Un moteur? Ah non, non. Refusé. Il y a aussi des gens qui pensent que parce que les élèves utilisent le numérique, ils ne vont plus lire. Expliquez-moi ce que c'est ça, à part des mots, un texte. Lire. Et puis pour l'attrait des bouquins, je vous laisse regarder quelques petites photos. Je pense que mes élèves qui utilisent le numérique aiment les livres. Et ouais. Non mais le numérique, voilà quoi, les gamins dans ta classe, ils jouent quoi, ils jouent. Et là tu fais quoi? Ça, c'est je prépare ma classe, je fais mon cahier journal, mes programmations. Ah non mais moi c'est pas pareil en fait, je travaille. Ah. Donc en fait, on travaille tous sur informatique, on travaille tous avec le numérique. Par contre les élèves, eux, non, ne travaillent pas, ils jouent. Enfin, la maman de toutes les excuses bidons pour ne pas utiliser le numérique. Non, non, mais moi j'ai appris sans numérique et franchement, je m'en sors très bien. C'est quoi déjà un PowerPoint? Donc en fait, en conclusion, je pense qu'il faut qu'on essaye de sortir de nos propres références, qu'on pense à nos élèves, que peut-être ils voudront pas forcément nous ressembler à nous, qu'ils voudront être ingénieurs, programmeurs, agriculteurs, ce qu'ils veulent, mais une chose est sûre, c'est que dans le monde de demain, ils auront besoin d'une culture numérique et l'école elle est là pour leur apporter ça. Finalement, le seul boulot dans lequel on peut encore être bien vu en étant complètement réfractaire au numérique, c'est prof. Donc voilà, c'était une petite caricature de choses qu'on peut entendre à droite, à gauche sur le numérique. C'est pas fait pour se moquer, c'était voilà, pour peut-être faire un petit peu réfléchir. Encore une fois, je respecte la liberté pédagogique de chacun, chacun fait comme il le sent. Il va falloir peut-être chercher d'autres excuses. Moi, je trouve, si on veut réfléchir à pourquoi utiliser de la technologie en pédagogie, il faut d'abord s'interroger sur ce que la technologie fait à la culture ou ce qu'est la culture numérique aujourd'hui. Et alors, pour ça, on a des gens qui nous aident à penser ça. Et je trouve que la modélisation ou l'analyse que fait Serge Tisseron est assez éclairante à ce niveau-là, dans les grands axes qu'il développe, enfin qu'il extrait, qu'il identifie, qui constituent la culture numérique. Alors il dit que d'abord, la culture numérique, c'est d'abord le passage de l'un au multiple. Hein. Et nous, on a été éduqués hors de la culture numérique, on a été éduqués dans la culture de l'un, c'est-à-dire le livre unique, l'auteur unique, la référence unique. C'est un peu le modèle de la cathédrale, hein, de la grande œuvre. Alors que la culture du numérique, c'est vraiment la culture du multiple. Tisseron parle ici de polythéisme et il dit que c'est le bazar qui s'oppose à la cathédrale. Et ça veut dire que le modèle, c'est plus la Bible, c'est Wikipédia. Hein, si pour prendre une référence paradigmatique, c'est Wikipédia, c'est-à-dire une œuvre fluctuante, une œuvre à plusieurs auteurs, une œuvre sans cesse en débat, avec des éditions internationales qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes. Et donc je crois que c'est très important de voir qu'on est entré dans cette ère de la multiplicité. Les nouvelles dimensions, les traits saillants de la culture numérique ne veulent pas dire, évidemment, ne veulent jamais dire que la culture pré-numérique, la culture dans laquelle nous on a grandi, soit dévalorisée. Il faut essayer d'articuler les deux, en fait. Parce qu'il y a des compétences qui nous viennent de la culture du livre qu'on n'aura pas dans la culture des écrans. Et par exemple, le fait de pouvoir suivre linéairement, longuement un raisonnement, c'est une compétence qui est très importante et qui ne s'apprend que par la lecture et l'écriture linéaire. Voilà. Mais ce n'est pas la seule compétence. Voilà. Et donc, il y a d'autres compétences qui arrivent, d'autres dimensions qui arrivent. Il faut aussi les travailler, mais il faut essayer d'articuler les deux. Et à l'école, on doit essayer, je pense, d'articuler les deux dimensions.
Alors l'autre dimension qu'il dit, bon, ben, c'est toujours dans cette histoire de multiplicité, hein. De même, la culture numérique, c'est une culture où on joue avec les identités, on joue facilement avec les identités. Je trouve qu'en classe, ça nous invite, et là on n'est pas dans les technologies, là on est dans la culture, hein, dans les pratiques pédagogiques et dans la culture, ça nous invite en classe à jouer davantage sur les prises de rôle, en fait tout ce qui est, là on retrouve la dimension un peu classique de la rhétorique, hein, savoir défendre une position qui n'est pas forcément la sienne, prendre des rôles, jouer avec les rôles, ça c'est important aussi je trouve. Une dimension très importante de la culture numérique, c'est aussi bien sûr la collaboration. L'intelligence a toujours été collaborative, mais là on est vraiment passé, j'ai l'impression qu'il y a comme un saut d'échelle dans les possibilités de collaboration qu'offre la culture numérique et dans la valorisation de la collaboration. Et on retrouve ça aussi dans l'importance qu'a dans la culture numérique tout ce qui est, alors je cherche le mot en français, le meilleur équivalent de mash-up. Le mot harlequinage m'est venu à l'esprit, le fait de mélanger les choses, de rabouter un peu les choses, de bricoler un peu les choses. Et Sachisseron parle par exemple du sampling, du succès du sampling visuel, et il rappelle que le succès de Spy Gangnam Style tient notamment à tous les pastiches, les parodies, les samplings qui ont été faits à partir de ça. Et donc on est vraiment dans une culture de la transformation, du raboutage des choses les unes avec les autres. Je trouve que alors, nous, dans nos pratiques pédagogiques, ça nous invite à nous saisir pédagogiquement, scolairement, pour des finalités d'élévation, d'apprentissage, eh bien ces pratiques joueuses de la transformation. Et je crois personnellement très fortement que savoir jouer à transformer un contenu, c'est s'obliger à le comprendre. Enfin, on ne peut pas jouer à transformer sans avoir compris, ou c'est en transformant qu'on comprendra encore mieux. Et qui a compris peut transformer facilement. Les technologies numériques offrent toutes des fonctions de publication et qui sont souvent de publication dans des médias sociaux. Ça veut dire à la fois de publication et de réseautage, de collaboration, de partage. Donc cette publication est vraiment vécue comme un partage, oui. Et je pense que la publication des activités pédagogiques, en tout cas de certaines activités pédagogiques, leur permet d'en redéfinir le sens. L'enjeu et le sens. Autrement dit, les travaux ne sont plus seulement des travaux scolaires, faits entre quatre murs, voués à l'oubli, mais pour certains d'entre eux, peuvent être publiés et dès lors prennent une toute autre dimension parce qu'ils ont une existence sociale d'œuvres, hein, de petites œuvres, en tout cas de publications, et ils sont ouvertes alors à l'aventure des publications. Ça veut dire qu'elles peuvent rencontrer un public ou ne pas rencontrer de public. Elles peuvent créer des interactions. Et puis aussi une chose très forte, parce que ça, moi, je peux m'en assurer moi-même, ça permet une survie, une durabilité, une longévité qui définit l'œuvre des travaux scolaires. Ce qui fait qu'on peut développer des véritables cultures de classe, de cours, d'établissements, soit en les maintenant accessibles et ou en les augmentant, en les intégrant dans l'harlequinage dont je parlais tout à l'heure, dans d'autres. Voilà. Et donc du coup, je trouve ça très important que pour les élèves, on explose les murs de la classe, pas seulement parce que par l'Internet et la connexion qu'on peut avoir en classe, le monde extérieur peut rentrer en classe, mais nous aussi, nous pouvons nous projeter hors des murs de la classe. Et du coup, réfléchir. Est un domaine en pleine ébullition et il y a d'autres méthodes qui sont en train d'émerger, des méthodes d'enseignement. Parmi elles, le serious game, le jeu sérieux. Regardez. Voici 3 nouvelles formes d'enseignement qui vont transformer l'éducation. Tout d'abord, les serious games, ou jeux pédagogiques en ligne. Ce sont des logiciels qui peuvent rendre attrayant un contenu éducatif en le transformant en jeu. Plus on y joue, plus nos connaissances et nos compétences augmentent. Ensuite, la classe inversée. Les professeurs et les élèves échangent leurs rôles. Les élèves préparent le cours et viennent expliquer à l'ensemble de la classe ce qu'ils ont appris et cela permet aux professeurs de vérifier leurs acquis. Enfin, le social learning. Dans une salle de classe, les étudiants apprennent des autres étudiants et travaillent en coopération, à la manière des jeunes enfants qui apprennent en observant et imitant les autres. Toutes ces nouvelles manières d'apprendre permettent à chacun d'être plus impliqué dans son apprentissage, de mieux collaborer avec les autres et de mieux apprécier le temps passé à apprendre et à étudier. Dominique Boulier, est-ce que vous diriez que le serious game est une méthode sérieuse pour apprendre, pour l'enseignement ? Je crois vraiment que les serious games sont une piste importante à explorer
parce que précisément ils vont mettre les étudiants en une situation d'action, d'activité. Ce n'est pas seulement le fait que la plupart de ces étudiants-là ont déjà expérimenté le jeu vidéo et donc ont une certaine culture que éventuellement des gens de ma génération ont moins, mais c'est surtout que c'est l'occasion de mobiliser les connaissances qu'ils peuvent apprendre par ailleurs dans des environnements réalistes, dans des environnements éventuellement formalisés ou comment dire, construits spécialement pour les obliger à les mobiliser. Et de ce point de vue, c'est quelque chose qui change fondamentalement la façon d'apprendre. Dominique Boulier, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.